Je vous invite à vous présenter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nom, prénom dans le chat, ainsi vous êtes habitant de Bagneux ou futur habitant. À rentrer dans le vif de l'atelier, je vous propose de présenter différents intervenants qui vont être avec nous ce soir. Caroline Samaria et moi-même seront sur l'animation de ce travail. Alex Chanel du service citoyenneté et Julia Lamazou sur la gestion de chat. Vous pouvez donc leur poser des questions au cours de la soirée et ils vous répondent. Nous avons également Anthony Ham, directeur de la pression tranquillité publique, qui vous répond sur qui a trait à la sécurité. Nous avons également notre aménageur, la Sève, avec Jules Lafave, Noémie Carré, Elsa Sauter, qui pourront vous répondre sur le projet de place. Nous avons également avec nous Téchard Parpentier, paysagiste de place, avec Julien Blanquet et Nathalie Leroux. Nous avons aussi la chance d'avoir Sybille Osnard de la City Link, qui nous parlera de l'inclusivité des espaces publics. Et avant d'aller plus loin, nos élus, Mel Reynaud, qui est conseiller municipal dédié à la tranquillité publique et au respect du cadre de vie, et Claire Galache, conseillère municipale dédiée à l'égalité femmes, lutte pour les droits des femmes et des personnes LGBTQI, vont introduire cet atelier. La parole à vous. Tu veux y aller, Claire? Je peux y aller si tu veux. Déjà, bonjour à tous. Merci d'être là dans ce moment citoyen particulier, le contexte sanitaire. On aurait préféré être tous ensemble dans l'échange humain. On arrive déjà à quelque chose. Je vous remercie de votre présence. Moi, j'aimerais introduire quelques visions importantes pour la mandature autour de l'espace studio qui pourrait être moi et pour le mandat des réflexions à la suite des échanges qu'on aura avec l'expert. Pour nous, c'est un moment où on réfléchit vraiment pour toutes et parce que là, est trop souvent pensé de façon un peu masculine, où on pense pas à tous. Et que vraiment penser cette place, qu'elle soit un espace partagé, c'est vraiment pour nous les lunettes d'inclusivité qu'on devrait mettre sur la construction de cette place. Qu'elle ne devienne pas un espace d'évitement pour n'importe quel citoyen de cette ville. Que ça soit une femme, une personne LGBT, une personne en fauteuil. On pense que ces trois prismes peuvent être réfléchis de façon globale. Et j'aimerais, pour notre réflexion globale, amener cette question-là, c'est de se dire que vraiment, quand on regarde les classements internationaux des villes les plus sûres, en général, elles sont toujours des villes qui ont une politique d'égalité femmes pensée et pensée dans leur construction de ville. Donc, c'est bien que la sécurité, l'espace, doit être réfléchi aussi de façon inclusive pour anticiper les problèmes et même anticiper la participation et l'investissement de cette place, d'où cette production par moi élu droit des femmes et personnes LGBT. Voilà. Bon, je vais prendre le relais. Écoutez, je crois que Claire dit quelque chose de très important, c'est qu'en effet, l'inclusivité de la place est un axe central de la réflexion. On a une chance, nous, tous habitants de Bagneux, une chance inouïe de voir arriver cette place ici au Brac autour du métro, etc. Et il faut bien se dire que cette place, elle va révolutionner Bagneux, elle va devenir, et elle doit devenir son cœur névralgique, et ça ne se passe bien que si les habitants se l'approprient. Se l'approprier, ça veut dire quoi? Ça veut dire idéaler, ça veut dire faire vivre les commerces. Il faut aussi que les commerces soient à la hauteur, évidemment. Ça veut dire aussi garantir la tranquillité et la sécurité de cette place, parce qu'on sait très bien que l'arrivée métro, c'est aussi l'arrivée de beaucoup de bébés. Donc, en termes de tranquillité publique et de sécurité, mais on dira peut-être quelques mots, Tony Hamon, directeur de la sécurité et de la tranquillité publique à Bagneux. C'est un point extrêmement important parce que les premiers mois seront mois durant lesquels il faudra marquer l'accueil de place. Je cherche mes mots. Il faut marquer que cette place est un lieu de bien vivre.
Donc l'inclusivité, c'est des habitants qui se l'approprient, des habitants qui se responsabilisent, une municipalité qui le fait évidemment, bien évidemment, et Claire l'a dit, nous, et moi aussi, chacun dans son domaine, on doit s'approprier tous les sujets qui peuvent émerger autour de cette place. Il faut en effet garantir que les femmes soient respectées dans cet espace, parce qu'on sait que c'est un problème. Moi, j'ai 3 filles et je sais vraiment que parfois, Bagneux, mais c'est pas que dans Bagneux, hein, c'est dans la France entière, et bien, les femmes n'ont pas la place qu'elles doivent avoir, et ça participe aussi de la tranquillité publique. Voilà. Donc je pourrais être plus long, mais je vais arrêter là parce que je vais me redire, ça va être catastrophique pour vous. Moi, je rajouterais juste un truc pour ce que vous dites. C'est vraiment nous, notre leitmotiv, c'est éviter la stratégie de comprendre cette place. C'est ce que disait pour nous, c'est que personne n'a à éviter cette place, et s'ils sentent à sa place, comme Michel, qu'il y a personne qui se sent pendant à cette place. Merci à tous deux pour cette belle production. Donc, pour vous expliquer un petit peu le programme de la soirée. D'abord, on va avoir une introduction rapide de la salle sur la place Lucie Aubrac sur le quartier. Ensuite, Sylvie Cosnar fera une petite conférence sur l'inclusivité des espaces publics. Nous verrons ensuite les invariants sur les questions de tranquillité publique et d'inclusivité. Ensuite, place à la concertation, nous lancerons des temps d'échange sur ces différentes thématiques. Je laisse la parole à Caroline qui va vous dire quelques règles pour structurer nos échanges. Oui, en effet, parce que il faut qu'on suive un bon déroulement pour que tout le monde puisse parler. Lors de la présentation de la mini-conférence, merci de ne pas couper les intervenants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pendant la présentation de la place Aubrac. Pendant la mini-conférence, on laissera vraiment la parole, on rendra aux questions par la suite. On passera à la partie concertation, bien entendu. Je vous invite à prendre la parole dès que vous souhaitez. Par contre, pensez à couper au micro quand vous me parlez pour que ça ne fasse pas interférence. Et vous pouvez lever la main sur la barre que se situe en bas de votre écran. Vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Et n'hésitez pas à utiliser le chat pour mettre des images de référence ou des liens de référence que vous souhaitez nous partager. Alors, je ne sais pas si c'est Noémie ou Elsa qui présentent la place, mais je vous laisse la parole. Merci. C'est moi qui prends la parole. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de participants qui ont déjà vu les précédentes productions. Je vais essayer de balayer rapidement, mais quand même reprendre ce qu'est notre rôle d'ancien et remettre un peu en texte à cette succession d'ateliers qu'on fait de plusieurs semaines. Déjà dire que SADEV, en tant qu'aménageur, travaille donc pour la ville et que notre mission principale est de coordonner les interventions de l'ensemble des partenantes qui peuvent être très diverses et d'essayer, notamment avec notre maîtrise d'œuvre, l'architecte coordonnateur et surtout la maîtrise d'œuvre espace public, Arte Charpentier, représenté ce soir par Nathalie et Julien, pour essayer de garantir une cohérence pour le projet urbain. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on parle ce soir de l'AS. C'est donc un projet ambitieux au Bagneux et en plus pour le Petit Nord. C'est un projet structurant avec l'arrivée métro qui le point terminant. On a le métro M4 cette fin d'année et ensuite ce sera la M15. Et c'est avec cette grande innovation, ce grand événement que démarre un grand chantier sur un périmètre de 25 hectares avec des nouveaux équipements, de l'espace public, des logements et des commerces. Vous en avez quelques chiffres, on l'a déjà évoqué aussi dans les différents ateliers ces dernières semaines.
Et simplement, je voulais apporter un élément qui était important par rapport au sujet de ce soir dans la partie dans les premières étapes de la réalisation de ce projet. C'est une étude sur sûreté sécurité publique qui a été faite. Donc, on s'est passé en mission de sous-préfecture en 2016 et beaucoup d'éléments qu'on va traiter ce soir sont des éléments qui ont été étudiés finement et pour lequel un avis favorable a été prononcé en 2016 et qui toujours être amélioré, et c'est un peu ça l'objet de ce soir. Pour aller peut-être plus dans le détail de la place, on a donc différentes. Donc pour la représentation spatiale, c'est donc une place qui a l'émergence de la Verdun et le Pasteur, les différents parcs, Robespierre au sud et plus au nord, Nelson Mandela, et l'émergence de trois lots avec les métros qui sont au centre de cette place. Donc, tout ça construit selon plusieurs étapes jusqu'à la livraison finale prévue en 2028. On commence cette année la première étape pour préparer la livraison du RE4. Et donc succéderont différents périmètres d'intervention d'ici la fin. C'est donc une avec trois immeubles denses de moyenne hauteur, deux logements principalement, et permettent donc de libérer la place au sol, comme on a vu pour notamment l'atelier la semaine passée sur les usages, qui a vocation de ne pas simplement être un passage, mais d'être bien un lieu animé, avec un tas d'activités différentes et différentes aussi pendant l'année. Et c'est également une place qui est ouverte et qui donc permet de la visibilité, une visibilité un peu importante sur la rue Verdun et puis depuis les alentours. Ce qui, on croit, participe en tout cas à un sentiment de sécurité et voilà, de l'animation positive. Sur cette place, donc il y a également des activités multiples comme commerce, un supermarché Auchan qui sera implanté et puis un ensemble de commerces plus petits, commerces de proximité, avec également un marché qu'on a et qui est également pendant la deuxième session d'atelier. Et puis finalement un équipement polyvalent qui sera le G3 qui a un équipement qui accueillera à la fois un centre de musique, un centre administratif, médical et informatique. Et voilà, ce sont des activités en rez-de-chaussée de manière générale, que ce soit l'équipement polyvalent, le commerce, sont en tout cas pour participer à l'animation avec des horaires construits larges, tant que faire se peut. Voilà, encore une fois, avoir de l'animation sur l'ensemble de la journée. Je ne sais pas si ça appelle des questions ou si peut-être vous traitez des points spécifiques plus tard. Sinon, je laisse la parole. Nous allons passer tout de suite à la présentation de Sybille Cosna qui va faire une conférence live pour tous et tout. Oui, oui, je lève là parce que moi je vois des mini-vignettes. Donc, voilà, c'est moi qui vais parler avec en par mais n'ayant pas la sur le sujet, je vais devoir répéter assez souvent la slide suivante.
Donc, pour me prêter rapidement, je suis fondatrice d'une société de conseil en stratégie urbaine. On a comme volonté d'accompagner des collectivités ou d'autres acteurs de la ville pour réfléchir sur leur stratégie de développement. Ce thème de l'inclusion me tient particulièrement à cœur. Alors c'est vrai qu'il est assez galvaudé, mais le constat que nous avons pu faire depuis ces quelques années que j'exerce cette profession, et c'est pour ça que je trouve vraiment très louable que votre ville est à cœur d'aborder cette notion d'inclusion, parce qu'aujourd'hui on est encore très loin dans l'aménagement de ville, et c'est aussi pour cette raison que je tiens à avoir une action à s'engager sur ce sujet. Donc une pour tous, parce que il y a quelques années, enfin c'était 3-4 ans, j'avais eu l'occasion d'intervenir, on m'interrogeait sur la question de la légalité de la femme dans l'espace public. Et lorsque j'ai fait cette prise de rôle, je me suis tout à fait à l'aise pour le développer au-delà du fait que ce soit moi-même une femme. Mais ce qui m'a un peu perturbée, c'est de me dire il y a la question femme, mais pas que. Et en fait, ça se vend il y a beaucoup d'autres publics n'ont pas forcément un accès aussi qu'on le souhaiterait très dans la vie. Bien la slide suivante, ça commence. C'est pour ça que on a voulu aussi regarder d'autres publics. Alors bien sûr, tout cela n'est pas exhaustif, mais en fait, on a voulu avoir un regard particulier sur la question des enfants, des femmes, des personnes en situation de handicap et des seniors. Slide suivante. Chaque question des enfants, on a fait ressortir un élément chiffré qui est intéressant à avoir en tête, qui est que en l'espace entre 1919 et 2007, on a perdu 10 km de distance autorisée en autonomie entre un enfant et son grand-père. Cela s'explique par différentes raisons. Au cours du XXe siècle, la production de la ville s'est faite au profit de la voiture. Ce changement s'est accompagné par le développement et la perception des espaces publics comme des dangers, et cela a ainsi accentué l'abandon par les enfants. Et aujourd'hui, la slide précise, s'il vous plaît. On est beaucoup, en tout cas, on peut souvent constater. Alors, on a été dernièrement dans l'île de Rouen, sont des images que vous pouvez voir qui sont des jeux pour enfants qui ont été installés entre un parking et des courses actuellement fermées, qui ne donnent pas forcément envie d'aller là. Et surtout, qui me marque à chaque fois, c'est comment on contraint les jeux d'enfants dans des espaces qui sont quand même toujours assez clonés. Donc c'est du part dans un parc qui est déjà clôturé, et après dans une jeu qui est elle-même clôturée. Qui me semble que cet équilibre d'accès aux enfants à l'espace public n'est pas forcément présent. Ensuite, on a une autre catégorie qui est bien vivre avec le handicap. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 80% des handicaps qui sont invisibles. On a souvent parlé dans les questions d'aménagement à régler des questions de handicap, notamment sur l'aspect réglementaire, et de fait, il est très présent. Mais voilà, il faut savoir qu'on a 80% aussi d'autres handicaps invisibles, soit 65% de la population qui est concernée par ces handicaps, et 20% qui est en situation de handicap de manière générale. Donc c'est un public aussi qui est très important à intégrer. Et encore sur la slide d'après, on va voir dans les aménagements de nos villes, au-delà d'avoir un certain nombre de rampes maintenant qui sont obligatoires dans les aménagements, on a encore beaucoup d'espaces qui sont un peu maltraités pour toute situation de handicap. L'autre public que l'on a regardé plus précisément, c'est celui des personnes âgées. À savoir qu'en 2040, 26% de la population française sera âgée de 65 ans. Dans tout ce que l'on a pu regarder, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du fait de cette crise sanitaire à la question des EHPAD, et je continue à être choquée du fait que on est personne âgée, on est déjà catalogué dans un endroit à part de la vie. Alors les démarches qui sont dans un autre aujourd'hui, où on parle beaucoup de résidents intergénérationnels, et quand on a un certain nombre d'interviews auprès d'un grand nombre de personnes âgées, jeunes, il y a vraiment ce sentiment qu'on a fait ressortir, c'est qu'on continue à être utile et aimer. Et cette question d'utilité aussi, elle est très importante. Et je trouve qu'on n'a pas assez de personnes âgées dans l'espace public. Voilà, des photos caricaturales qui pour autant représentent assez la manière dont on catégorise nos aînés dans l'espace public et de ville aujourd'hui.
Et puis à la question de l'âme sur la slide près, où on a un certain nombre de données chiffrées. Hein, on a 1h36 de temps supplémentaire que consacre chaque jour femmes par rapport aux hommes au travail domestique, 20 pour d'écart moyen de sa lettre entre les femmes. Le fait de constater que les femmes se placent davantage pieds en transport pour des mots-clés à la prise en charge de proches, de tâches domestiques, elles effectuent des déplacements plus nombreux et souvent plus contraints, pousse fauteuil roulant. Bref, là encore, et vous pouvez voir sur les images près, et l'urbanisme y a été potentiellement largement contribuaire, même pas que. On voit bien que les questions de pousse reviennent de manière récurrente à certaines collectivités qui continuent à aménager des équipements qui sont principalement destinés à l'usage des garants. Donc ça peut pas beaucoup cité, et on n'a pas parfois certains espaces publics où on se sent plutôt seul avec plus de population masculine. Quand je dis ça, mon propos n'est pas qu'il y ait des espaces que des que là, mais des espaces que des fois, mais qu'on ait des espaces où on est tous présents. Donc une fois que ce conseil est posé, je reviens sur son métier d'urbaniste en disant que font les leaders et les compteurs. On fait les leaders et les concepts, puisqu'avec l'initiative que vous portez aujourd'hui, bien on avance. Autant ce que l'on a pu constater dans la ville, sur la slide d'après. Je vous ai mis un panorama. Chaque année, on dessert un grand prix de l'urbanisme pour celui ou celle qui a été un aménageur d'île. Et comme vous pouvez le constater sur ce panorama, on n'a pas été beaucoup en tout cas, le public n'a pas été très varié ces 30, 40 dernières années. Cela peut-être un élément aussi qui fait dire que les formes des villes, et on peut aller sur les slides après. Voilà, le constat qu'on a pu faire comme depuis de nombreuses années, c'est vraiment en train d'évoluer, puisque la féminisation de nos métiers est en œuvre, mais pour autant, il y a eu un peu trois événements. Ceux qui aménageaient les villes est quand même largement principalement masculin. Les aménagements aussi villes et des territoires dans les années 60 se faisaient beaucoup dans ce contexte que vous voyez là de l'âge. Hein. Donc, c'était beaucoup faire du ciel. Donc, le travail de terrain, de concertation, il était je pense pas très exigeant à l'époque. Et puis on a eu aussi toutes ces arrivées des réunions de concertation publique et homogène. Ça, on en a connu et j'en ai connu un certain aussi parce que les réunions tardives, parce que on consulte après et pas avec, mais ce qui n'est pas votre cas aujourd'hui. Bref, tous ces éléments ont largement contribué au fait que sur la slide d'après, si vous le voulez bien. On a fait un petit exercice là, regardé dans les documents de planification et notamment sur les projets d'aménagement et développement. Donc on a regardé une trentaine, je crois, de 2018 et 2001, et c'est pour vous montrer de quelle manière se prend en compte les publics dans ce document, plante un peu le déco, la stratégie urbaine d'une ville, et on peut voir que les femmes ont été plutôt jamais pris en compte. Les personnes en situation de handicap, oui, et souvent sous le prisme normes d'accessibilité. Les enfants font un peu plus avec sécurisation de trajet, les jeux et loisirs. Et finalement, les personnes qui ont été le plus en compte, c'était les personnes, enfin les seniors, avec notamment des offres d'hébergement notamment. Une fois qu'on a planté tout ce corps qui me fait dire aujourd'hui que les démarches d'inclusion sont encore rares dans les aménagements de nos villes, quelle perspective peut se donner? Alors là, faire un petit tour un petit peu d'habitude à ne pas nous focaliser que sur l'espace public. En tout cas, ce qu'on a pu percevoir des jeux communs de tous ces publics-là, c'est qu'il y avait un vrai sujet sur la notion d'accessibilité et de mobilité. Il y a un autre élément très important aussi qui est celui de l'appropriation d'espace et le sentiment de légitimité. Donc, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on amène comme espace pour se sentir légitime en tant que cohabitant de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, de femmes, de jeunes, de moins jeunes. Bref, comment faire en sorte qu'on soit tous légitimes dans l'espace public en aménage. Le sentiment d'insécurité, où j'aurais envie de dire comment retrouver le sentiment de sécurité.
la notion aussi d'accès à cet espace public, en sachant qu'il y a parfois des publics qui n'ont pas des ressources égales. Et puis la question de représentativité, notamment dans la gouvernance, dans ceux qui fabriquent les projets. De cela, on en a tiré parce que tout ça est un travail que nous conduisons de recherche depuis quelques temps. Voilà un peu l'étendue des démarches qui sont proposées aujourd'hui pour aborder la question de l'inclusion. Donc, on a quand même un certain nombre de politiques publiques et gestion des services publics qui sont en train de se mettre en place. On a aussi des modes d'organisation spécifiques. On a des démarches exploratoires et ou participatives comme vous êtes là aujourd'hui réunis. On a un certain nombre de guides, chartes aussi et labels qui sont en train de se mettre en œuvre. Et puis quelques expérimentations de projets sur des équipements publics, des espaces publics, sur la notion de logement. Je vais vous le balayer très rapidement parce que je veux si on peut pas la slide d'après. Pour vous illustrer quelques exemples, sur les politiques publiques et services publics, qui est intéressant, vous avez cette expérience qui est en train d'être conduite en Île-de-France, France en haut, avec des services de nuit, avec des arrêts spécifiques pour les femmes, et le bus est tendu par une femme. On a aussi le café-lieu que certains connaissent peut-être, où l'objectif est de mobiliser des personnes en situation de handicap pour les mobiliser dans une situation de travail, puisqu'on a 80% de ces personnes en situation de handicap qui n'ont pas accès au travail. On a aussi que démarche parce qu'on a regardé ce qui s'est fait en Europe. En l'occurrence, nous sommes en Europe sur l'île droite à Manchester. Et pourtant, là, il y a eu une initiative de la ville pour mieux intégrer ces aidants dans la ville. Sur la slide d'après, on a ces organisations spécifiques avec conseils municipaux pour les plus jeunes, des commissions pour les accessibilités, des comités consultifs à l'égalité femmes-hommes aussi sont en train de se mettre en place dans un plus grand nombre de collectivités. Slide d'après, on a aussi des marges exploratoires et participatives qui sont assez nombreuses pour vous. Il y a eu toute une démarche qui avait été faite sur redonner la voix aux enfants pour exprimer cette idée que d'être tout le temps par dans des secours enfants, ça n'est pas que ça l'objectif d'être tous ensemble, mais comment refaire revenir l'enfant dans l'espace public. Il y a aussi un certain nombre de démarches qui ont été faites avec un quartier à faire qui a été travaillé sur la question du handicap. Sur la slide après aussi, un grand nombre de guides de chartes et d'appels, avec notamment la ville des aînés, ici la ville amie d'enfants. Là, c'était tout un dispositif d'accompagnement les collectivités pour mieux intégrer toute la dynamique et le bon positionnement des aînés dans l'appropriation de leur vie de la même manière qui est en train d'être fait pour les enfants. On a des villes aussi qui se saisissent de cette question d'inclusion, et en l'occurrence le petit fascicule que vous voyez avant violet, la ville de Villibel qui a mené cette démarche-là et pour ces espaces publics, mais aussi pour le logement, parce que la question de l'inclusion ne se pose que dans la sphère publique. Et puis on a un certain de démarches qui ont commencé à être initiées. Alors on a des exemples français, d'autres européens, notamment là il y a un exemple à Penac qui est hyper intéressant d'un espace public qui est développé où vous voyez toutes ces lignes blanches qui ont été plutôt mises en place là pour indiquer que ce sont les espaces de chou et les enfants peuvent aller, on peut faire son vélo, on peut courir, et puis l'espace un petit peu tranquille que vous allez voir entre lignes blanches. Là encore on a tout un tas de dispositifs sportifs ont été mis en place et sont faits pour que puisqu'on correspond plus aux enfants, aux garçons, aux filles, à tout organiser à place égale. On a un équipement aussi avec sous-bois qui est mis en place. Là, on mélange le culturel et le sportif et de toute génération aussi, pouvoir faire venir cohabiter toutes ces populations, tous ces publics, pardon. Et la dernière, voilà, et ça c'est pour conclure sur le fait que c'est quelques temps qu'on travaille dessus, et on est en train de publier, et j'espère pouvoir le publier d'ici le mois de juin, un livre blanc pour la présence de tous les publics dans la conception des projets d'aménagement et immobilier, parce qu'on a encore un gros travail pédagogique à faire, je crois, à l'attention de nos amis élus collectivités, parce que sans eux, tout ça ne pourrait pas se faire, mais aussi tous les acteurs qui font l'aménagement, que ce soit les aménageurs, les promoteurs, les concepteurs, bref, qu'on soit tous impliqués dans cette démarche.
Voilà, merci à tous. Et Merci beaucoup, Sybille, cette présentation vraiment riche qui, je le pense, va nourrir nos échanges tout au long de l'année. Est-ce que parmi les participants ont des réactions, des questions à poser à Sybille Osnar? Vous laisse un peu pour y réfléchir. N'hésitez pas, Oui, on a vu bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai trouvé, bonsoir. Alors, j'ai trouvé très intéressante cette présentation parce que je me demandais comment on pourrait, si on pensait à l'aménagement du territoire, hein, surtout, hein, on peut penser à autre chose en termes de réunion, etc. Pour ça, mais en termes spécifiquement d'aménagement du territoire, quand on pouvait intégrer ces questions d'inclusion. Bon, bien sûr que notamment pour les personnes en situation de handicap, il y a pas mal de choses qui se font et je pense que pour ce type de situations particulières qui peuvent être causer des marginalisations évidentes associées. Je pense qu'il y a des choses qui se font pas. Pour notamment, vous parlez des droits des femmes, des droits des personnes qui ont des orientations sexuelles peut-être différentes de celles que les gens voudraient être normes. Je vois pas trop comment, je sais pas trop comment on pourrait penser à l'aménagement du territoire. Et du coup, bon, là, vous avez présenté quelques cas d'aménagement, notamment attirer les garçons ou les filles. Là, bon, quelque part, moi, ça me pose la question de comment on définit quelque chose qui attire spécialement les garçons et quelque chose qui attire spécialement les filles. Je pense que ça peut nous ouvrir des polémiques éventuellement même. Donc voilà. Et, bon, vous avez apporté certaines réponses. Je vois qu'il y a des choses qui peuvent se faire, mais malgré tout, effectivement, je pense que la priorité quelque part pour comment dire, avance sur ces sujets-là. Bien sûr que par l'aménagement du territoire, on peut y arriver. Je pense que c'est vraiment par comment dire, une communication, une comment dire, une éducation peut-être de la société, par l'école, par des actions de communication, ce genre de choses. Voilà. Après, et puis pour l'aménagement du territoire, je suis curieux de savoir ce qu'on pourrait faire. Pas vraiment d'idée, mais voilà. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous et le côté, j'appellerais peut-être moins communication si ça va avec. Je pense que la pédagogie, la mobilisation, enfin, c'est extrêmement important. Et surtout la constatation, en tout cas, la mobilisation des uns, enfin, d'un plan je peux plus, me paraît indispensable pour que on arrête parce que ça est quand même, je beaucoup ça dans l'aménagement en France les dernières dizaines d'années. On a beaucoup pour, pas avec. Et c'est peut-être là aussi un certain nombre de fonctionnements qu'on fait jour. Enfin, j'ai toujours en tête l'exemple des visuels, je sais pas si c'est un des pratiqués, ou j'en ai un exemple assez typique. Au moment où il y a des organismes qui se disent, tiens, ça va être super, on met les boîtons en sous-sol et tous les pigeons au-dessus. Et on s'aperçoit que des pôles de fonctionnement, désolé, il y a énormément de bruit. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, ce que je dis, c'est que l'aménagement du territoire n'est pas foutu de tout et ne voudra pas tout, mais d'être plus attentif, très en amont aux besoins de chacun, permettrait, je pense que c'est le sens de ce que vous faites là aujourd'hui autour de l'aménagement de cette place, permettrait d'avoir des aménagements qui soient plus utilisés et plus accessibles à tous. Moi, j'aimerais bien, c'est possible. Donc là, est lié aux droits des femmes et aux personnes LGBT. Il y a plusieurs qui me font réagir dans cette concertation.
soyons clairs, on n'est pas dans un truc enfin, ça n'existe pas, les équipements qui font venir les gens LGBT, qui font venir les femmes. En fait, si la formule était aussi magique, on n'aurait pas besoin d'avoir des aménagements, des gens qui réfléchissent. C'est juste que plus on réfléchit à la possibilité d'avoir des aménagements avec des publics hommes, femmes, sans de pression particulière de l'occupation par les hommes du territoire, tout y trouve sa place. Quand je parle de ça, je vais donner des exemples concrets parce que ça fait avancer là. Et entre intervenants, je serai plus. Pour moi, les concrets, ils citent ça dans les urbaines. Les cités, je suis désolée, c'est un aménagement dit masculin, qui est devenu masculin, où les femmes ont fait peu de place. C'est ceux-là qui disent c'est pas moi l'élu. On constate bien qu'en fait, par exemple des aménagements sportifs multiples, c'est-à-dire musculation, penser aux bonnes tailles tout le monde, permettre d'amener d'autres gens. Deuxième point, en effet, vous avez raison sur l'éducation, je le vois au chat, c'est un point important. La communication aussi. En fait, l'aménagement pour l'inclusivité de tous, je vous donne un concret. La place des toits n'est pas même pour quelqu'un fauteuil, et même pour quelqu'un avec une poussette, et la même pour quelqu'un qui a une canne ou un déambulateur, ou une femme qui a beaucoup de sacs. On sait que malheureusement, celles qui portent la charge mentale de faire les courses et qui du coup, elles prennent beaucoup de place dans l'espace public. C'est ça qu'on dit qu'on va faire un lieu ouvert à tous et à tous, c'est qu'il y a personne qui devrait avoir peur d'être dans cet espace. Quand on parle des personnes LGBT, quand on parle de femmes, on parle de tous, c'est qu'on sait que quand il y a pas une seule quantité de la population, comme on a pu voir dans certains quartiers populaires où c'est un collectif où l'occupation de bars avec que des hommes races, ou enfin voilà, les citades pour moi c'est un exemple vraiment parlant de cette problématique. C'est comme ça qu'on voudrait penser place. On décrète pas qu'un seul coup un lieu LGBT est pro-femme, c'est de l'aménagement pour tous en fait. Et quand on améliore pour une tranche de la population, mais non, on améliore pour tout le monde. Et vraiment comme ça qu'on pense. Et c'est bien le terme d'inclusivité qu'on a utilisé. Donc l'éducation seule ne le fera pas. Aussi des aménagements, ça va de la taille du toit. Est-ce qu'on met dedans? Si on était des seniors, il faut des bancs. Si vous voulez qu'une femme se pose pendant que les enfants jouent au parc, il faut des bancs. Est-ce qu'on met? Combien on met? Parce que derrière, il y a la question de la tranquillité publique, sur les personnes domicile fixe. Enfin voilà, c'est tout ça qui doit penser globalement. Merci beaucoup. On peut prendre une dernière question avant de passer en concertation. Est-ce que quelqu'un veut agir? Non, pas de réaction. Allez, on y va. Alors, les sujets qu'on va aborder ce soir, deux thématiques qui sont Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Oui, un peu de problème de micro. Donc je dis ce soir les deux thématiques. C'est mieux. C'est mieux. Donc ce soir les deux thématiques que nous allons aborder ensemble sont de la sécurité et de l'inclusivité. Deux thématiques qui sont intimement liées, comme on l'a vu, où elles gravitent autour du bien ensemble. Donc, quand vous associez sur ces thématiques, nous allons tout de même vous présenter très brièvement les variants, donc les invariants, ce qui est déjà prévu sur ces deux thématiques. Comme ça, on pourra travailler ensemble les variants, ce qui est prévu. Je laisse toute la parole à Anthony Hamon sur le volet sécurité. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Pas de raison. Le micro fonctionne maintenant. Donc, Anthony Hamon, directeur de prévention d'activité publique pour l'île de Bagneux. Donc, je vais vous présenter très rapidement, vous la slide, vous l'avez les yeux. Il y a trois grandes formes de tranquillité publique qui sont déjà prévues. Et puis, pour le reste, évidemment, on va réfléchir avec ce qui serait le plus adapté. La première chose, vous l'avez vu sur une grande partie de la commune, la majorité municipale, les membres du conseil municipal,
ont décidé d'implanter de la vidéoprotection sur le de la ville, sur le centre-ville, sur une partie du nord de la ville. Et aujourd'hui, ce qui est prévu par la commune, c'est d'implanter dès le début de la livraison de ce métro, de cette ligne 4, caméras de vidéoprotection. Ces quatre caméras, elles sont à des points stratégiques, des points qui nous permettent de voir le maximum de distance autour d'elles. C'est pour ça qu'évidemment, je ne vous perturbera pas sur l'emplacement de telle ou telle caméra, mais vous présente les quatre points qui seront vidéoprotégés, vous dire exactement ce qu'ils verront, ce qu'ils verront pas. Évidemment, là, on va pas le faire par visio, mais dites-vous que les quatre points ont été concertés avec nos collègues qui sont nos soumissionnaires pour la plupart, des entreprises spécialisées dans le domaine, qui permettent aujourd'hui de vous dire que l'ensemble de la place qui sera livrée fin 2021 sera visible de par ces quatre caméras de vidéo. Deuxième point, évidemment, pertinent à développer parce que vous doutez bien que l'outil et la technique est bien, mais c'est mieux parce que c'est l'humain qui dissuade. C'est la présence renforcée de forces de police. La police nationale qui dépend de l'État. On a de la chance aujourd'hui sur le territoire de Bagneux d'avoir un commissariat propre. On a présence de la police nationale. Évidemment, on pourrait rediscuter sur le nombre d'agents et vous savez que le maire et l'ensemble de la commune se sont battus et se battent toujours pour avoir un maximum d'agents de la police nationale sur notre territoire. Et puis, il y a la deuxième, c'est la police municipale qui est liée au corps de police maire. Et là aussi, on va faire en sorte que sur cette place-là, on puisse faire un maximum de passage de nos agents en pédestre, en vélo, en scooter électrique, véhicule propre. Tout ça, justement, pour apporter une présence humaine qui est souvent beaucoup plus dissuasive que le simple outil qu'est la carte vidéoprotection. Vous le verrez plus tard, on vous questionnera aussi, et vous avez, si vous avez répondu au questionnaire, on a interrogé notamment la présence de médiateurs sur place. C'est aussi une forme de prévention. La dernière forme de prévention, et pour la plupart, vous avez participé à l'atelier animation MERS. Madame Gabiel, Monsieur Reynaud, vous l'ont dit, on a besoin d'animer cette place parce que le troll informel est le plus fort. Le troll qui se fait par la présence humaine, finalement de faire. Parce que c'est commerce, parce que il y a des animations, il y a des enfants sur la place, forcément ça rassure. Parce que on a besoin de retrouver à certains endroits, mais pour éviter que ces regroupements deviennent soit des points d'ancrage de deal, soit des points d'ancrage de nuisance sonore, évidemment, il faut un maximum de personnes, des parents, des grands-parents, des enfants, etc. Et la nation et le MERS vont participer à ce contrôle informel. Le reste, vous verrez, on en discutera dans les prochains échanges, mais la tranquillité, c'est l'affaire de tous et de tout. Donc, on a besoin, évidemment, de notre avis pour sécuriser au mieux l'ensemble de ces espaces. Merci beaucoup, Anthony. Sur la slide suivante, on laisse la parole à Arte Charpentier, représentée par Nathalie Leroy. Oui, bonsoir à tous. Nathalie Leroy, Arte Charpentier. Petit rappel à nos maîtres d'œuvre des espaces publics de quartier Victor Hugo, et nous avons déjà livré en 2019 le quartier théâtre avec une série de séances de concertation avec les habitants ont permis de faire avancer le projet et de faire bouger les lignes afin que chacun puisse s'approprier ce lieu. C'est ce que nous sommes en train de faire encore aujourd'hui sur place du théâtre. Alors, cette thématique de l'inclusivité, pour nous, cette inclusivité, ça veut dire penser à un lieu qui va accueillir tous sans clivage. Ça prend la forme. Si on regarde l'image perspective en haut à gauche, le fait de travailler sur un sol qui va être simple, qui va être sans déclivité, sans enchement, afin d'accueillir tout le monde, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, et faire un sol commun à tous. C'est aussi pouvoir accueillir des événements ponctuels. On voit au premier plan, on a un espace qui est ouvert, qui peut amener des événements culturels ou commerciaux qui contribuent à l'animation de la place, mais aussi offrir des espaces qui soient plus tranquilles où chacun puisse s'installer tranquillement
on voit à l'ombre des arbres au deuxième plan. L'image en haut à droite, ce qu'on exprime ici, c'est l'idée que cette place, elle est d'abord et avant tout piétonne. Donc, ce qui signifie que la voie qu'on voit ici au premier plan, qui permet de relier la pierre plate de nord, est une voie avec un passage surélevé, appelé, aménagé avec un système de pelés, comment dire, avec une information signalétique à destination des personnes à mobilité réduite. Tout ça pour dire que c'est un espace piéton. On voit un vélo ici qui traverse la rue, qui passe sur la rue. Et les piétons sont prioritaires sur l'ensemble de la place. En à gauche, on voit que place qui offre toutes les conditions de sécurité, comme le disait Tony, c'est une place qui est animée selon différentes modalités. Là, ce qu'on voit au premier plan, c'est un marché qui peut être un marché hebdomadaire ou quotidien, déterminé. On voit également au deuxième plan un food truck qui lui peut proposer restauration pour nous, mais ce food truck peut se transformer aussi en espace culturel ponctuel s'installe sur la place. Enfin, l'animation, elle est créée également avec les commerces rez-de-chaussée, puisque tous les rez-de-chaussée, soit des commerces, soit des équipements culturels, offrent une possibilité de variété de marchandises, de tout compter avec le marché qui vient contribuer à l'animation. Donc, et j'insiste à nouveau, c'était une place pour accueillir tous. Il ne faut pas cliver, mais bien offrir un espace où tous les possibles pour les piétons et habitants sont là. Raphaël, vous avez une question, je vous prie. Pardon, j'ai enlevé mon coup. En fait, c'était pour l'intention. Vous m'entendez? Oui. J'ai l'impression double. Ok. Par rapport vous disiez à la presse de la police, je me posais la question qui va vous sembler. Est-ce que ce serait possible d'offrir la possibilité de former ces policiers, ou est-ce que ça va être des policiers qui vont tourner et qui sont différents? Et enfin voilà, est-ce que ce serait possible d'avoir des ateliers, on va dire de formation, des heures sur l'inclusivité, sur comment pour les civiliser en fait à des problématiques particulières, éviter pour mon fils, évite tout ce qui est faciès, tout ce qui est tout ce qui est réception de la parole. Je pense à qui vont chercher de l'aide et se prennent des réactions tout à fait passées également de la police. Enfin, voilà, je voulais savoir si ce serait possible éventuellement de proposer une sorte de formation dans ce sens. Sinon, j'ai pensé également à des médiateurs. Oui, pardon. Non, allez-y. Pardon. J'ai pensé également à des médiateurs pour être complémentaires de ces produits. Des médiateurs qui seraient sur le coup, je pense plutôt ici à mairie. Et j'ai pensé également, alors ça, je sais pas du tout si techniquement c'est possible, des sortes de bornes d'appel, un peu comme vous avez à la télé. Jamais vous avez un problème, vous êtes bloqué une entrée dans le métro, vous avez des bouts là où on peut appeler quelqu'un et avoir une discussion. Enfin, voilà, j'ai pensé à ça, des bornes d'appel qui permettraient de signaler un problème ou voilà, je sais pas. Danger d'avoir ça, si vous voulez. Excusez-moi, j'ai compris. Non, je disais que je veux bien répondre à cette question. Qui sont des questions qu'on sait nous aussi poser. Et la raison pour laquelle, en l'occurrence, pour ce qui est de la police municipale, bien sûr,
c'est nous qui maîtrisons, c'est nous qui encadrons, et ça fait partie des missions qu'on lui confie. D'ailleurs, à titre d'information, nous avons une nouvelle chef de la police municipale qui est une femme, et je vous garantis que ça change la visibilité de la police municipale, elle est beaucoup plus présente dans la ville parce qu'elle tient à mener une action de visibilité et d'écoute des habitants de Bagneux. Alors après, il est aussi prévu, vous avez parlé de médiateur et vous avez bien fait, il est aussi prévu autour de Hogarth d'avoir des délibérations de médiateurs. Ça participe aussi du lien avec les habitants, ça participe aussi à remonter des problèmes vers les instances de la mairie quand il y en a. Et donc, c'est aussi un moyen de tranquilliser et d'apaiser l'espace public. Je vais faire cette petite précision. Je vous remercie. Et par rapport à la police nationale, en revanche? Alors, la police nationale, vous savez, alors ça, malheureusement, on peut, mais on n'a pas d'emprise sur la police nationale. Aujourd'hui, on se cantonne à une excellente relation avec des rendez-vous une par mois avec Anthony Hamon, Madame le maire et moi-même, avec le commissaire, pour parler des problèmes de la ville, et ils sont très écoutes. Maintenant, sur spécifiquement ce dont vous avez évoqué, c'est la formation. Nous, on ne peut pas intervenir là-dedans. On peut simplement dire s'il y a des excès à la police nationale. Pourtant, on n'a aucun pouvoir vis-à-vis de la police nationale. Il faut bien voir. C'est aussi la raison pour laquelle la police municipale est appelée à se développer davantage. Malheureusement, après, c'est un discours politique que je vais dire, mais malheureusement, certaines démissions des gouvernements vis-à-vis de la police nationale qui fait que malheureusement les municipalités sont obligées d'assurer cette continuité de sécurité avec les habitants en instituant en organisant une police municipale. Du coup, les agents de police nationale, ça tourne, ce sera toujours les mêmes. Alors oui, tout à fait. Si, c'est encore une fois, c'est ça où vous voyez bien le rôle, le principe de la police municipale, c'est que la police municipale est toujours les mêmes. La police nationale, ils tournent très peu, hein, ils ont 80. De mémoire, Anthony, tu me rectifieras si c'est pas le cas, mais ils sont de l'ordre 80, et en fait, évidemment, 80 personnes versus aujourd'hui 9 personnes, et on est un peu plus dans les années qui viennent. Il est bien évident que la familiarisation avec les officiers de police est beaucoup moins facile qu'avec la police municipale. Ils sont dans 80 sur le périmètre? Sur la ville de Uniquement, et ces 80 restent toujours les mêmes. Après, moi, je suis dans le. Ils ne bougent pas. Enfin, quand ils bougent, c'est qu'ils ont été mutés. Donc ça passe. Si, prérogative. Non, mais il est quand même d'avoir du communication ciblée. Peut-être, enfin, si vous me dites qu'il y a une communication entre la police municipale et la police nationale, peut-être plutôt que d'attendre qu'il y ait un souci et de leur faire remonter, peut-être leur dire, ben voilà, là, il y a une forte volonté de travailler sur ces questions-là, et que vos agents soient particulièrement attentifs sur ces questions-là, quoi. Peut-être. Alors, avant qu'il y ait un problème comme ça, du trac et des temps. Ils sont tout à fait au cours de notre vision des choses. Hein. Et, après, encore une fois, nous n'avons qu'une influence. Et on est toujours la plus grande, mais il faut rêver non plus, malheureusement. Bien, merci beaucoup. Je complète juste les propos de M. Reynaud. Évidemment, M. Reynaud vous a pratiquement tout expliqué et de façon très claire. Alors, sur les 80, Reynaud, 80, c'est l'effet effectif qu'il avait en 2005. Aujourd'hui, on est tombé à 60 effectifs. C'est pour ça que Mme le maire, l'ensemble des élus se battent depuis plusieurs années, 2 ans. Les élus, le maire avait proposé une pétition
mais pour l'ensemble des néolais pour réclamer plus de policiers municipaux. L'idée, c'est de revenir justement à ce chiffre de 80, parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Pour vous expliquer très rapidement le fonctionnement de la police nationale, vous avez aujourd'hui entre 60 et 63 actifs au commissariat de police d'Agneux. Dans les faits, évidemment, il y a des congés, il y a des maladies, donc ils tournent à moitié, et en termes de régime, ils tournent à peu près à 3 agents. Ces 3 agents, il faut qu'ils couvrent 24 heures de temps. Vous avez en journée à peu près une vingtaine d'agents. Donc oui, cette difficulté-là, c'est une difficulté dont nous ne devons pas tirer. C'est pour ça que les élus se battent pour avoir plus d'agents nationaux, que c'est un pouvoir régalien. Ça, c'est important de l'avoir en tête, et c'est important de se battre pour faire et pour exiger ce nombre d'agents police nationale. Je vais terminer sur les bandes d'appel, parce qu'on n'a pas répondu sur ce point-là. Les bandes d'appel fonctionnaient par Nice, et vous avez raison, c'est un modèle qui fonctionnait. La difficulté de ces bandes d'appel, il faut que vous ayez qu'un pour répondre derrière. Les bandes d'appel, si elles sont police nationale, et vous le vivez des jours, donc je ne vous apprends rien, la réactivité est complexe. En Île-de-France, il y a des patrouilles qui ne sont pas à 3 minutes de chaque ville, de chaque place, donc ça ne fonctionne pas. Ou de la police municipale, là aussi, il faudrait une police municipale 24h24, avec plusieurs patrouilles sur l'ensemble de la commune. C'est quelque chose, en effet, qui est une très bonne idée, qui fonctionne dans certains endroits, parce qu'il y a une demande très importante de réactivité. Aujourd'hui, l'activité d'Île-de-France ne nous permet pas de mettre en place cet outil. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on remène maintenant dans le vif du sujet, même si la thématique a déjà été bien amorcée avec votre question, Raphaël. On va revenir sur les sondages qu'on vous a fait passer juste dans cet atelier. Vous demandez quelles étaient les plages horaires sur lesquelles le sentiment d'insécurité était le plus fort. Et surprise, on a vu que vous disiez plutôt le soir entre 21h et minuit, la nuit entre minuit et 5h, mais aussi l'après-midi entre 17h et 21h. Sur les situations susceptibles d'augmenter le sentiment d'insécurité, vous parliez d'endroits sombres, vides, d'endroits isolés, rues désertes ou d'espaces mal éclairés. Est-ce que vous souhaitez réagir à ces propositions? C'est vrai que vous n'étiez pas nombreux à répondre. J'imagine que ça, on envie peut-être de confirmer, d'inférer certaines de ces propositions. Très bien. Bah, ne direz rien. Passons maintenant au sentiment de sécurité. Alors, sur le sentiment de sécurité, on voit nettement sur le résultat du questionnaire que c'est surtout le système d'éclairage qui permet de vous sentir plus en sécurité dans un espace public, mais également la présence régulière de la police, donc ce qui fait partie des points présentés justement par Anthony, et également une large d'ouverture de commerce qui répond aussi à l'atelier commerce qu'on a eu précédemment, à ce qu'on s'est dit un petit peu en cette slide. Du coup, on voit effectivement le nuage de mots qu'on parlait de médiateurs, d'éclairage, de caméras, de commerce. Justement, les médiateurs, on va y revenir dans la slide juste après. Est-ce que vous souhaitiez faire une remarque ou compléter des propositions par rapport à ce que vient de se dire entre option, sécurité? Non, donc on poursuit sur la slide médiateur. Sur les médiateurs, déjà, on voulait savoir si vous savez tous ce que font les médiateurs sur la commune. Est-ce que certains ont besoin d'explications complémentaires? Tout le monde connaît le rôle des médiateurs, c'est bon? Pour une explication. La médiation sociale, attends que vos mots soient coupés parce qu'on a du mal ici à du coup vous entendre. Faites attention à ça si vous pouvez, que tout le monde puisse bien entendre. Alors, rôle des médiateurs, je laisserai Claire Gabièche et Michel No évidemment compléter sur cette part. Les médiateurs, c'est vraiment la création de liens, la réparation de liens sociaux.
médiateurs aujourd'hui sont en déambulation sur l'ensemble du quartier sud, deux cuvées couverts à ce jour, les 4 cuverons de la Bégrave Mirabeau. Et puis, ils passent toujours plusieurs fois par après-midi, par soirée. Ils passent sur le centre-ville et dans les plus centre-ville. L'idée de médiation, telle qu'elle a été pensée par les élus et les habitants sur Lannion à l'époque, et qui est toujours attrait aujourd'hui, c'est d'aller vers et de faire avec. C'est vraiment de travailler avec les habitants pour les rapprocher du système public, pour les rapprocher des TSC, pour les rapprocher de la vie, pour les rapprocher de structures qui leur permettent d'avancer, structures jeunes, ça peut être le pôle emploi, ça peut être Sud Grand Paris pour son emploi aussi. Donc l'idée, c'est de se dire, ces médiateurs sont les gilets verts, on l'entend beaucoup, ils sont habillés en vert, il n'y a rien de sorcier. Mais ces verts, ils sont là pour se faire sentir mieux, mais aussi pour dire ce qui ne va pas. Et de notre vue en tout cas, ça permet aussi de transmettre la bonne formation. Vous voyez, je vous donne un exemple de premier confinement, ça n'aide plus, mais en tout cas, le tournier, on avait très peu d'informations, notamment de l'État, mais le peu d'informations qu'on avait, on le transmettre au médiateur avec des éléments de langage simplifiés, parce qu'évidemment, la communication étatique n'est toujours la plus simple, et les médiateurs sur le terrain arrivaient à orienter, à donner d'informations claires, et puis à nous remonter ce qui peut encore question. Et ça nous permet de nous, soit d'alimenter l'État en disant attention, ça va pas, soit remonter à nos élus pour que les élus puissent aussi se dire il y a un souci là-dessus, on veut battre pour améliorer tel objet de communication ou tel acte d'infraction commise. Donc les médias, c'est vraiment cet aspect-là qu'on cherche à travers eux, créer du lien, la présence de situation, dire aux garçons et aux filles qui jouent sur par exemple le parvis de la maison de musique et de la danse, non, vous avez des coups qui ont lieu en dessous, et s'il vous plaît, allez jouer. C'est dire aux enfants qui sortent de l'école, attends, là vous êtes sur le toit, mais vous jouez, vous risquez de tomber sur le public. Donc, attention, il traversez bien le passage pour pied. Le rôle médiateur, c'est vraiment un rôle d'accompagnement en tout. Donc la médiation sociale, il faut voir comme ce n'est pas un rôle policier, ce n'est pas un rôle grand frère, c'est un rôle d'apaisement de la vie publique et donc d'accompagnement du quotidien. Merci beaucoup, Anthony. Si on reprend les réponses au questionnaire, vous étiez majoritairement favorable à un dispositif de médiation autour de la place, et favorable principalement en soirée entre 20h30 et minuit pour tous les répondants, et pour la moitié en fin d'après-midi, 17h30, 20h30. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas répondu au sondage, vous voulez agir? Est-ce que vous pensez aussi que c'est une bonne chose de mettre en place un dispositif de médiation autour de la place dans le quartier nord? Est-ce que vous voyez l'intervention médiateur plutôt en soirée aussi? Vous êtes timide ce soir. Donc on voit dans le chat toute la journée. Ouais. Effectivement, je pense qu'après, c'est à l'usage. Il faut voir aussi ce qui fonctionne et à quel moment, finalement, on a le plus besoin. On va partir et faire effectivement sur quelque chose plutôt après-midi, soirée, et voir si à l'usage, ça correspond au moins ou s'il faut ajuster pour quelque chose présent en matinée, en soirée. On voit apparaître dans le chat après-midi et soirée, donc effectivement, ça correspond plutôt avec ce qui s'est dit au questionnaire. On peut, je pense, passer à la sous-thématique suivante, qui est l'éclairage. Donc, vous voulez bien faire ressortir pour ce besoin de sécurité et dans ces moments où vous vous sentez en insécurité. On revoit effectivement sur le graphique en haut à gauche de votre écran que vous êtes 67% à demander un éclairage fort sur l'intégrité de la place. Donc, il y a 17% plutôt sur les abords, 7% sur les espaces de cheminement. Donc, il faut avoir aussi penser à peut-être d'éclairage un peu plus festif ou diffus. Ça dépend peut-être des horaires donnés. Est-ce que vous voulez réagir sur des positions d'éclairage évolutif? Peut-être. Est-ce que vous avez des idées, des exemples?
à partager avec nous. Notamment sur le volet inclusivité, quel éclairage en sorte que vous sentiez bien le soir dans l'espace public? Est-ce que c'est un éclairage assez puissant qu'on vous voit beaucoup? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus diffus, justement, qui permet d'être un peu moins vu, qui permet même de voir? En tout cas, si ce soir ça ne parle pas ou ça ne résonne pas, n'hésitez pas par la suite si vous avez d'autres propositions à nous les envoyer par mail. N'hésitez pas, on est bien sûr à disposition pour recevoir d'autres propositions à la suite de l'atelier. Bon choix pour acquis. Donc, plutôt éclairage visé. Non, festif, c'est ça? Je pense que c'est léger. Oui. D'accord, plutôt. Donc, merci beaucoup. On passe à la troisième thématique qui finalement n'avait pas été abordée dans le questionnaire, mais qui a toute son importance aussi pour gérer les entrées, les mouvements sur place. Alors, la question, en fait, la délimitation de la place, la sécurisation de cette place. Donc, vous demandez le type de mobilier urbain que vous souhaitiez pour les abords de la place. Si c'est un mobilier urbain à porter uniquement des chantiers, ou un mobilier urbain qui est content, mais sans forcément l'afficher. Donc, il y a plusieurs âges. Par exemple, un mobilier qui empêche des voitures de passer, mais ça à la fois fleurs, comme on peut le voir à droite, ou qui puisse faire aussi banc. Donc, dans les réponses libres, vous nous parliez de jardinière, d'évolutivité, de choses de modulable, artistique, et vous étiez tous plutôt favorables à un mobilier urbain qui traîne sans l'afficher. On vous a mis quelques exemples à côté. Est-ce que les participants qui sont avec nous ce soir, participants et participantes, sont d'accord avec ces propositions? Même si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues. Je me permets la parole si ça n'a pas à nouveau. Je suis déchirée, j'ai pas eu le temps de répondre au questionnaire, donc je suis pas partie des personnes répondues, mais je trouve ça en effet très bien d'avoir quelque chose qui soit pas trop, trop bidant, parce que bon, c'est toujours sympa d'avoir des choses déjà linéaires, des choses comme ça. En revanche, je pensais aussi notamment au vélo. Alors, je suis quand même du vélo. Je suis consciente que tous les sites ne se sont pas très respectueux, comme les voitures, tous les usagers d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, plutôt que de contraindre, c'est de peut-être penser des espaces qui facilitent la circulation. Parce que vous voyez, j'imagine sur cette grande place piétonne, s'il y a des vélos qui traversent, ça va vite le bazar. Et voilà, je pense peut-être des choses incitatives, c'est de réfléchir à des aménagements qui facilitent le passage du vélo sans danger. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple. Pardon? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'aménagement le cheminement planté, en fait, c'est-à-dire que si vous avez une grande place, on ne peut pas du tout faire en vélo, les gens vont pas s'embêter forcément à la tournée, ils vont passer au milieu. Alors, un chemin très près pour les vélos, pour les vélos, et balisé pour qu'il ne soit pas dangereux pour les piétons. Les gens le prennent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas clair. Caroline, je veux bien répondre à Raphaël. On allait donner la parole à ici. Raphaël, alors, pour information, le chemin vélo privilégié contourne la place, c'est-à-dire qu'il prend l'avenue Pasteur, puis rue de Verdun. Là, on a un balisage de cheminement vélo. Par contre, sur la place, pour l'instant, le choix que nous avons fait, c'est plutôt certes, les vélos peuvent passer, on a le stationnement proche des deux métros, mais on a fait le choix de ne pas baliser un cheminement vélo parce que à partir du moment où on balise un cheminement vélo, le vélo se sent prioritaire. Alors l'idée, c'est quand même sur cette place,
c'est le piéton qui est prioritaire. Certes, le vélo peut passer, mais il doit, je dirais, comment dire, laisser place et la priorité aux piétons. Je pourrais prendre l'exemple de place de la République à Paris, où en fait il y a un trajet. Moi, je fais du vélo. Il y a un trajet qui se fait en traversant la place en vélo, parce que c'est un raccourci. Et en fait, il se fait de manière informelle, tout en laissant la place aux piétons. Si on prend en parallèle le boulevard Magenta avec voie vélo qui est jouxtée au trottoir piéton, là, on a plus de conflits. Parce que la voie vélo est balisée et donc le conducteur vélo se sent d'elle et veut aller au plus vite. Donc voilà, c'est plutôt cette option-là que nous avons prise pour laisser la priorité aux piétons. Personnellement, tout ça, je pense qu'on est cette place est beaucoup plus, doit être priorisée pour les piétons. Donc, c'est vraiment ce sens, justement, demande de protéger les piétons. Mais malgré tout, même si c'est pas balisé, donc que les vélos sont en préparation, je vois bien qu'il y a toujours des gens qui sont voilà, très attentifs. Donc peut-être réfléchir quand même des accès au plus proche, on va dire, pour par exemple pour les garages vélos, enfin si vous avez des points pour attacher les vélos par exemple, voilà qu'il y ait un accès ou que ces points d'âge vélo soient loin de la route. Ce que je veux dire, pas en plein milieu de la place, et que ça limite en tout cas le passage des vélos au milieu des piétons. Oui, je comprends, mais effectivement, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler pour affiner ce dispositif. Parce que j'avoue aussi que vélo, quand on est en vélo, de vélo pour m'acheter, on n'a pas très envie non plus, hein, je vais pas vous mentir. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller jusqu'au bout du chemin son vélo, quoi. Donc voilà, le chemin à pied, le mieux, je pense, que le point d'attache le plus proche possible. Voilà. Oui, je pense que vous avez raison. C'est noté. Merci. Je ne sais pas si on m'entend. Je viens juste compléter en répondant aussi à une question qui est apparue dans le questionnaire. Effectivement, le vélo circule sur la route, mais même en tant que cycliste, on peut le voir des fois, effectivement, c'est plus pratique de percer. On s'est dit qu'effectivement, privilégier les attaches vélo sur les bords de la place, ce serait une bonne chose, mais il y en aura aussi forcément qu'à la station du métro. Et donc, c'est à nous peut-être en signalisation, d'apporter de la matière en écrivant merci vélo ou roue, merci de mettre pied terre. Je pense que ça peut travailler peut-être avec de la signalétique. Voilà, c'est une idée. Est-ce que vous en pensez? Frédéric, notamment, je vois très actif dans le chat. Est-ce que pour vous, la signalétique pourrait aider? Dans le quartier où nous sommes, malheureusement, on vit beaucoup de bruit. Enfin, autrefois, quand il y avait le Robespierre, on avait pas mal de problèmes de quoi. Moi, je crains que le vélo vienne se taire, finisse par effectivement gêner les passants, puisque c'est décès. Et puis pourquoi pas les motos, et puis pourquoi le quad, puis après ça va revenir à un centre, ça va appliquer. Donc vous partez sur le piéton, finissons sur le piéton, les vélos, c'est route, c'est voilà. Alors effectivement, c'est une bonne remarque, notamment sur les quads. D'où l'intérêt d'utiliser du mobilier, délimiter l'espace qui ne permet pas un passage suffisant pour qu'effectivement des véhicules tels que quad puissent rentrer ce espace public de cette place. En tout cas, sachez que même si on barricade, il y a forcément une zone de passage piéton, parce que forcément, il faut un passage une poussette, là où une poussette, un vélo passe.
peut-être un quad, mais par exemple le vélo. Donc c'est très difficile de contraindre totalement l'espace public. Après, on a entendu toutes vos remarques et vos inquiétudes. On va faire retravailler cet espace, voir comment inciter les vélos à rester en limite de la place. Pour les quads, on essaiera de travailler justement avec ce mobilier. En tout cas, on a bien noté vos inquiétudes et vos remarques. Excuse-moi, je me permets de préciser que Raphaël a dit. Je pensais par rapport à ces histoires de jardiniers, etc. En effet, en vélo, même on peut passer des jardiniers. On va pas nous dire zigzaguer, on va aller au plus simple. Donc, s'il y a un endroit, entre guillemets, sans être piste cyclable, mais un endroit qui est un peu dégagé et qui ainsi passer uniquement par cet endroit, je trouve ça quand même plus sécurisé que d'avoir la possibilité que des vélos gisent un peu de partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en piéton, si on va regarder tout partout, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on sait que les vélos ont tendance à passer toujours au même endroit, même sans être cyclable, c'est un peu dégagé, on va dire, au même endroit. Je titre les vélos à passer à ce endroit. Je pense que vous avez raison, Raphaël, et on va réfléchir à ce principe pour analyser de manière préférentielle c'est un flux. C'est exactement le mot analyser. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions. Je pense qu'on peut pas. Non, il y a une question de Kadir qui ronfle depuis quelques instants maintenant. À vous, Karim. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. J'ai une question au sujet des vélos. Je me demande si on a prévu un emplacement pour le stationnement en vélo à proximité justement de la place, parce qu'on a prévu le commerce, du coup, pour ceux qui veulent aller faire leur course rapidement, même prendre peut-être le métro ou même rester sur la place pour quelques instants. Est-ce qu'il y a prévu suffisamment de place de stationnement en vélo pour que justement on n'aurait pas à faire à ce confusage, cette place qui est prévue comme place piétonne devienne une place peut-être pour des vélos, des motos et autres usages qui pourraient éventuellement créer des conflits avec l'usage primaire de cette place de la. Et par rapport au mobilier urbain, je trouve que c'est très intéressant et important de créer ces continuités avec du mobilier urbain. Je donne ici l'exemple. Une place qui est à 150 mètres de cette place en cours et en projet, et la place entre le théâtre historique Bégout et la crèche 22 de Lune, qui n'a pas vraiment de discontinuité suffisante, qui est actuellement une sorte de terrain de jeu de ballon pour les enfants, filles et garçons, et qui rend pratique la crèche pour les parents et pour les poussettes assez difficile. Et la crèche est devenue une sorte de voie pour justement ces jeux. Donc ça serait intéressant de voir ce que sera l'installation de ce mobilier urbain dans cette place. Mais je pense que l'objectif, c'est de contraindre justement ce qui empêche les âgés de pratiquer leurs activités paisibles, même de se circuler, ou la vocation primaire qui est celle de se circuler, de se reposer et de prendre son trou tout tranquillement et tout facilement est valable, je pense, dans ce cas, pour toutes les personnes qu'on a priori avec Mme Cosna, des personnes à mobilité réduite, des femmes, des malades, des personnes âgées, et voir toute autre personne. Ça veut dire empêcher les empêchements qui empêchent les personnes de pratiquer l'espace public. Comment le faire? Comment on peut empêcher, par exemple, les voitures squattées, un emplacement de stationnement muté, par exemple? Comment le faire? Peut-être les 4 lieux surveillants aideront pour quelque chose, les agents aussi, mais je pense que peut-être ça éviterait beaucoup d'efforts pour que ça puisse être pratiqué en symbiose entre tous les usagers
qui vont venir et qui vont avoir intérêt de venir sur ces places. Mais je trouve que cette conception assez intéressante, et cette réflexion bien en amont du projet, chacun peut donner son avis et question très intéressante, donc c'est à encourager. Et je vous remercie beaucoup de ces débats et des échanges. Voilà. Merci à tous. Je vais essayer de vous répondre. Sur le stationnement vélo, la place gare, donc effectivement, du stationnement vélo prévu à proximité des deux métros, à proximité des voiries, et on a de mémoire 250 places de vélo réparties sur l'ensemble de places, avec également des stationnements Véligo prévus pour les gares. Ensuite, j'entends vos remarques sur la place du théâtre, puisque c'est nous qui avons effectivement qui sommes maîtres d'œuvre de cette place, et j'entends d'en voir qu'il y a un petit dysfonctionnement, je dirais, sur l'usage de la place vis-à-vis de la crèche, c'est-à-dire que cette place est travaillée avec une artiste de Ranchin, qui a dessiné ce labyrinthe au sol, et l'idée que ce soit un espace événementiel où le théâtre puisse venir l'animer régulièrement. Bon, avec la crise sanitaire actuelle, c'est peut-être moins évident. Et l'idée, c'était d'avoir cet espace événementiel et l'espace plus calme, dont le rôle est joué par le parc Ilan Halimi, avec ses cheminements apaisés, et ses bancs sur la pelouse et le long des chemins. Maintenant, il y a peut-être effectivement un travail à affiner concernant ce que vous évoquiez sur les jeux de ballon vis-à-vis de l'entrée de la crèche. Effectivement, peut-être un sujet l'intérêt aussi de travailler en phase différente sur l'ensemble de quartiers, ça permet aussi de re-questionner et affiner les choses sur des quartiers et des espaces qui sont déjà livrés. Donc on va peut-être réfléchir à ce sujet. Merci beaucoup Nathalie pour les réponses. Désolée du temps de on a des petits soucis techniques ce soir dans l'activation et du micro. Est-ce que d'autres personnes souhaitent réagir sur cette slide ou restons à celle suivante? De nouvelles mains levées, donc nous pourrons passer. Comment penser l'accessibilité sur la place? Donc bon, ça fait déjà écho avec tout ce qu'on vient de se dire, où on voit que dans le graphique en haut, vous êtes 80% à souhaiter une place piétonne et 17% accessible au vélo et aux trottinettes. Donc effectivement, ça correspond à tout ce qu'on vient de se dire. Il faut trouver un juste milieu qui permet d'arriver en vélo, mais respecter l'espace piéton. On voit qu'il ressort du nuage de mots, stationnement, délimitation, balayage, fermeture, qui correspond aussi au mobilier de délimitation qu'on vous posait dans la slide précédente. On voit aussi sur des images de référence, par exemple, le stationnement multi-usage. Donc, c'est y accrocher son vélo et pour pouvoir en même temps bon café ou ramener son ordinateur pour aller dans un espace public. On voit effectivement avec le confinement qu'on a de plus en plus besoin d'être à l'extérieur. C'est ressenti pour tous. Du coup, pourquoi pas poser un stationnement multi-usage. Ça peut être se stationner ou ça peut être aussi sur du mobilier pour venir se poser sur la place. Est-ce que vous avez des références dans d'autres lieux? Est-ce que ça vous fait réagir? Je pense qu'on vient déjà de pas mal parler. Je vous propose s'il n'y a pas de réaction qu'on passe à la slide suivante. Slide suivante est celle du mobilier pour toutes et tous. Si on revient sur notre sondage, on vous demande le type de mobilier qui correspondait le mieux aux besoins que vous pouvez voir sur cette. Les réponses qui ont été les plus
donné était mobilier urbain qui permettrait une unicité d'usage et du mobilier urbain disséminé en différents points de la place, plutôt que du mobilier urbain concentré à un seul et même endroit. Là, on obtenait zéro réponse. Sur le mobilier que vous souhaitiez voir, vous parliez beaucoup de poubelles, de WC, de mobilier urbain, ludique, de ouvriers, de jardinières, de mobilier pédagogique, vous pouvez expliquer, et de mobilier moderne. Donc, à droite, vous avez mis des exemples d'assises qu'on trouvait sur différentes places. Donc, on a à la fois mobilier, des assises qui permettent à la fois de se reposer, de déjeuner, d'asseoir. Là, c'est la petite image que vous pouvez trouver en bas à gauche. On a aussi des bancs assez normaux, avec dossiers, avec les deux personnes âgées qui s'y reposent, tout en haut à gauche. À droite, on a aussi des petites plateformes. Plateformes, pareil, c'est des mobiliers multi-usages. On peut y faire différentes choses. On peut allonger, on peut s'asseoir, pique-niquer. Et en bas, à droite, on voit aussi des bancs et des petites chaises mises à côté, face à face, mais aussi dos à dos, ce qui permet aussi d'être tranquille. Est-ce que vous avez envie de réagir sur ces différentes propositions? Il y en a certaines qui vous inspirent plus que d'autres, certaines qui vous semblent plus inclusives que d'autres, plus adaptées aussi. Les prises électriques, voilà. Tout à l'heure, dans le chat, il y a apparaître des pistes sautières. Est-ce que la personne qui parle des pistes sautières se réagir peut-être là, étant donné qu'on parle de double essai sur cet espace? Oui, c'est parce qu'on est confronté à un problème récurrent de pissotières sauvages sur notre immeuble. Donc, je trouve que aller des PC par là, ça serait une D'accord, c'est noté. Bien noté. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient réagir sur la question du mobilier urbain? C'est une petite remarque, mais je pense que c'est difficilement adaptable à cet endroit-là. Mais j'avais entendu parler d'urinoir féminin. Mais c'était plutôt quelque chose comme ça pour éviter les QR à pour les femmes et tandis que les hommes, les toilettes c'est libre. Mais bon, après, voilà, je sais ce qu'il en est. Est-ce que ce serait vraiment souhaitable? Je suis pas certaine. Mais bon, voilà, c'était une idée. Je suis d'accord avec vous, et il me semble que moi je pensais aux hommes parce que pour diverses raisons, mais il est soit que des toilettes dire mixtes, comme il existe à Paris par exemple, serait peut-être une bonne idée aussi. Oui, non, les toilettes mixtes, bien sûr. Ce qui est tout à fait la thématique de l'inclusivité est tout à fait c'est une très bonne remarque, effectivement. Par rapport à ça. Tout à fait. Non, mais c'est une très bonne remarque, donc on se note. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres? Ah oui, pardon, j'en prie. La question des pissotières féminines, en fait, pour les pissotières féminines, la blague c'est seule, puisque à Paris, on l'a vu, il faut que ce soit des endroits où les gens se sentent en sécurité. Donc, les pissotières, elles doivent s'installer dans un texte où on a vraiment réfléchi les choses pour que parce qu'il y a quand même un truc où on se voit un peu, hein. Donc c'est à l'utilisation symboliquement un message qu'on voit, mais à l'utilisation on fait des toilettes classiques qui se referment, un peu comme celle Paris qu'on a dans l'image, sont plus utilisées dans les toilettes. Pour ceux que ça intéresse, il y a Yves Réau, un sociologue qui a écrit sur les toilettes et sur l'utilisation des toilettes dans les espaces publics. Et c'est un peu que les pissotières, c'est en plus un message de choses à l'usage pour une raison aussi, c'est que il y a aussi les enfants qui vivent et un espace grand permet que la maman puisse y aller, voilà, si longtemps dehors, enfin voilà. C'est juste pour pêcher, j'ai envie encore parce que c'est vraiment très récurrent chez eux, c'est tous les jours, tous les soirs, toute la journée, etc. Les personnes qui se mettent de uriner du mur, ça tombe dans notre parking, donc vous imaginez l'odeur,
C'est absolument insoutenable et je pensais que peut-être complètement quelque chose de spécial entraîne les personnes à aller là-bas pour éviter qu'on doit nettoyer notre parking toute la journée. Rajoute un petit panneau de souris, vous êtes peut-être filmé à l'endroit où les gens pissent, je pense que ça va filmer. Alors justement, je ne savais pas si c'était légal, ça, que moi je rêve d'être ça, oui, sur le mur. Mais je ne savais pas si c'était légal, si la mairie nous permet de le faire, etc. Parce que je sais qu'au niveau de l'affichage public, il y a quand même des règles. Alors, je me permets aussi, en général, un spot qui s'allume, où le truc, c'est l'eau qui est gelée, ça fait partie des deux très dissuasifs, parce qu'on retire le côté caché. Donc, en général, des réponses, voilà, mais c'est un peu aléatoire. Oui, je veux juste intervenir sur ce plan. S'il s'agit d'immeubles, ça relève de la propriété privée d'ailleurs. Donc, si vous mettez un crypto, même si c'est pas légal, c'est pas complètement illégal, sauf que c'est un peu comme une lettre anonyme, il faut éviter de signer. Je devrais pas dire, mais je l'ai dit, c'est trop tard. Il est aussi intéressant, il est aussi intéressant la peinture hydrophobe qui peut permettre, notamment la peinture hydrophobe, c'est simple, vous venez sur un mur, il y a ce type de peinture, ça jaillit sur vous, généralement c'est assez dissuasif. Pour le coup, sur l'habitat collectif, que ce soit privé ou bailleur, alors pour le bailleur, évidemment, laissez-vous à votre bailleur et voyez plus ce qui est possible, ça a un coût. Par contre, l'habitat privé, avec la copro, voire sur votre domicile propre, ça peut se mettre assez facilement, c'est assez dissuasif, il y a toutes les qui existent, c'est plutôt pas mal. Super. C'est super. Merci beaucoup pour les références que vous mettez dans le chat. Sur les vélos produisent de l'électricité pour recharger. Bien précisément. Je pense qu'on peut passer à la dernière slide de ce soir. C'était une slide d'ouverture, savoir, parce qu'on parlait, on a déjà parlé pas mal de sécurité, mais tout en y intégrant l'inclusivité. Mais sur cette thématique d'inclusivité, est-ce que vous avez d'autres choses ou d'autres idées à nous partager? Eh bien, je rebondis ce que disait ma collègue tout à l'heure. Si pas d'autres idées, c'est qu'on en a abordé déjà beaucoup. Ce qui est parfait. Pour clôturer cette soirée, déjà, merci d'avoir participé à tous ces ateliers de concertation. On est restreint avec la situation sanitaire, donc on est très heureux d'avoir réussi quand même à vous tirer pour partager ensemble toutes vos idées et vos idées sur cette place. Il y aura une réunion, un événement de restitution. On n'est pas encore la forme que cela prendra. En tout cas, on vous tient au courant. Comme je l'ai dit sur la fin des ateliers précédents, mais si des personnes n'étaient pas là, je me permets de le répéter. On aimerait réaliser avec vous des chantiers participatifs sur la création de mobilier de jardinières. Ça serait plutôt en fin d'année pour l'ouverture de cette partie de cet espace public. Restez connectés, on vient également informer sur ce point. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir dès après. Et pour terminer, je voulais passer un petit message pour essayer d'égayer un peu cette période. On ne peut pas vraiment se placer. La ville continue à bouger malgré tout. La direction des actions culturelles vous propose des parties street art et patrimoine et aussi d'événements musicaux. N'hésitez pas à vous connecter au Facebook Bagnoculture si vous souhaitez participer. Et si vous avez d'autres questions, des références à nous transmettre, quoi que ce soit, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous. On souhaite. Pardon. Je vois Raphaël demande des commerces ouverts. Tout à l'heure, on en a déjà parlé lors d'autres ateliers. La télécommerce, tout à fait, effectivement. Ouais. Et on s'était dit qu'il fallait réfléchir à des plages horaires adaptées, un espace public que l'on veut vivant également.
Voilà. Et sur le volet commerce et inclusivité aussi, on avait travaillé sur des commerces qui soient à la fois qualitatifs et accessibles à tous les partenaires. Voilà. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une belle soirée et une très fin de semaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup.